Bonjour à tous, bienvenue dans le grand débrief de la tech, de l'actu tech dans Smart Tech. Alors aujourd'hui, pour commenter tout ce qui s'y passe, j'ai convié 3 experts. D'abord, Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques de France Digital. Bonjour. Donc une maître en matière d'écosystème tech en France et en Europe. Alain Staron, le roi de la disruption, président de la start-up Artifil, qui devient une scale-up d'ailleurs, d'après ce que j'ai suivi, Alain. Bonjour Bienvenue. Et Jérôme Vallat, CEO et cofondateur de Clearup, c'est-à-dire un as dans la maîtrise de la data et de l'IA, bien évidemment. Je n'aurais pas dit mieux, merci. Voilà, et on va commenter ensemble l'actualité autour de Mistral AI et Microsoft. On va parler aussi de l'entrée en vigueur du DMA. Et puis on aura un invité aussi à distance. Allez, c'est parti. Je vous présente à nouveau mes commentateurs, les commentateurs du jour pour ce grand débrief de la tech. Aujourd'hui, Alain Staron, le président d'Artifil, Jérôme Vallat, CEO cofondateur de Clearup, et Marianne Tordeux, que j'invite régulièrement. Je suis très heureuse que vous soyez là aujourd'hui, je sais que vous êtes très occupée, directrice des affaires publiques France Digital. On est tous très occupés, mais le débrief de la tech, quand même, c'est un rendez-vous incontournable, Marianne. Effectivement. Donc, on va parler ensemble, notamment, de cette actu qui a fait grand bruit, qui a fait polémique. C'est... ce premier, c'est peut-être pas un mariage, mais en tout cas, c'est quand même une approche assez sérieuse entre Mistral AI, qui était l'espoir de la France, de l'Europe, en matière d'indépendance technologique et d'intelligence artificielle, notamment générative, avec Microsoft, donc un GAFAM. Patatras, que se passe-t-il? Est-ce que vous y voyez une victoire finalement de nos techs françaises qui savent se faire respecter jusqu'au niveau des GAFAM, des plus grands acteurs de la tech mondiale? Ou alors vous vous dites, bon, bah là, ça y est, on a déjà lâché notre pépite française qui en plus referme son grand modèle de langage qui devait être partagé open source gratuit, qui le referme pour le délivrer uniquement de manière payante auprès de certains partenaires. Alors, quelle est votre réaction? Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert cette actualité? Marianne? Moi, la première réaction que j'ai eue, c'était de me poser la question de savoir, en fait, ça veut dire quoi être un champion européen de l'innovation? Oui. Et c'est quoi la souveraineté? Dans quelle mesure, en fait, est-ce que l'Europe a vraiment la possibilité de faire de la souveraineté en matière d'intelligence artificielle? La réponse, manifestement, c'est qu'on a toujours besoin d'acteurs étrangers pour pouvoir aller sur des marchés. Parce que ce partenariat stratégique, nous, on a interrogé une 50aine de startups pour faire une étude qui sort ce lundi et qui, justement, va permettre, ce qui est une réponse à une demande de la Commission européenne sur la concurrence et l'IA générative, comment l'Europe peut s'en sortir. Et donc, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et avec Microsoft, finalement, ils avaient besoin... Mistral ou d'autres, toutes les startups ont besoin de pouvoir toucher un marché. Et quand vous allez au travers d'un App Store, de Microsoft ou d'autres, en fait, vous pouvez toucher d'un coup des centaines de millions de consommateurs. Donc, c'est un peu dur de s'en priver. Et j'imagine que les marchés financiers ont besoin de pouvoir aussi avoir des débouchés commerciaux. Alors après, ça vaut, pardon Marianne, mais ça vaut pour toutes les techs, parce que OpenAI, de la même façon, a dû s'adosser à Microsoft pour réussir à toucher des clients, finalement. Oui, bien sûr. Mais de la même manière que toutes les applications ont dû à un moment donné passer par l'App Store, développé par Apple, ou par l'App Store développé par Google. Mais est-ce que pour autant, ça les a bloqués dans d'autres alternatives? C'est là où il va falloir faire attention. Parce que finalement, que Mistral contractualise avec Microsoft, d'un point de vue business, je me dis que c'est formidable qu'on ait fait confiance à une solution française pour pouvoir être aussi crédible qu'une solution américaine OpenAI. Mais évidemment, je me dis, est-ce que ça ne va pas les bloquer, eux, dans le développement avec d'autres clients? Et donc, du coup, je suis ravie de savoir que Mistral a par ailleurs d'autres clients à d'autres verticales plus Ils ont souveraines. signé avec Snowflake, là, tout récemment, qui est pas non plus, qui vient de France, mais qui est une entreprise américaine aussi. Ouais. Et donc, ils vont avoir plein d'autres clients, ils vont avoir d'autres personnes qui vont pouvoir les abreuver en données, en accès au marché. Et donc, finalement, moi, dans l'absolu, ça ne m'inquiète pas. Je suis plutôt contente de voir qu'on a des champions en Europe. Et donc, la question maintenant, c'est où est-ce qu'on place le curseur de la souveraineté? Mais je pense que Jérôme a des choses à dire là-dessus. Oui, moi, j'avoue que je suis un tout petit peu plus pessimiste que toi, malheureusement. Nous avions un champion français. Je peux le dire. Parce qu'en fait, je comprends. On a eu à peine le temps d'y goûter aux champions français. C'était un espoir encore. Ça va de plus en plus vite. C'était un espoir de champion. Au-delà des intentions de Mistral, je pense que c'est surtout celles de Microsoft qui sont très claires.
Et donc, et alors, je suis en plus surpris du choix de Microsoft, qui justement est déjà très très embarqué avec OpenAI. Donc, à la limite, je ne sais pas si j'aurais fait le même choix. Toujours est-il que je ne crois pas que Microsoft soit mieux. Mais est-ce qu'on ne voit pas justement l'émergence maintenant du vrai champion Mistral AI qui est capable d'aller séduire des géants comme Microsoft? Oui, mais si on en revient après à cette idée où on se dit, voilà, on veut construire notre autonomie technologique et notre autonomie stratégique, je crois qu'on a fait un pas en arrière. Ouais. Malheureusement, je crois qu'on a fait un pas en arrière. Donc, c'est quoi? C'est la montée au capital de Microsoft qui vous fait dire ça? Oui, même si elle est très symbolique aujourd'hui. Petite, voilà, 15 millions. Est-ce que Microsoft, ils viennent pour un investissement ou ils viennent pour plus derrière? Encore une fois, je pense que leur stratégie à eux, elle est plus lisible. Et donc, la question qui se posera derrière, c'est la question de la souveraineté des données, des modèles. Et là, derrière, on sait qu'on a cette étanchéité qu'on a beaucoup de mal à garantir, sur les données sensibles notamment. Et donc, voilà, on se dit qu'on n'a pas du tout progressé dans ce domaine-là de nouveau. Donc, c'est dommage. Il y avait plutôt des financements au départ, notamment soutenus par BPI France, donc l'État français, etc. Donc, on avait plutôt l'impression d'une construction au départ qui partait dans une bonne direction. Là, on a un petit peu l'impression qu'il y a un twist qui malheureusement est Oui, mais comme on en parlait avec Marianne, finalement, les boîtes tech, elles ont besoin de s'appuyer sur des grandes plateformes qui sont appelées maintenant des gatekeepers, même au niveau européen. On n'en a pas, nous, en Europe. Non. Des grandes plateformes numériques. Mais si la seule équation de passage à l'échelle est de s'appuyer sur les gatekeepers américains, on oublie du coup définitivement la souveraineté technologique européenne. C'est un choix. Mais il me semble qu'au contraire, on essaye de pousser cette souveraineté. Donc effectivement, c'est pas facile. Il faut s'installer sans passer par ces raccourcis-là. Et ça nécessite effectivement des trajectoires industrielles très fortes qui ont besoin de la commande publique, etc. C'est très compliqué à monter. Malheureusement, je ne crois pas que le raccourci de passer par ces gatekeepers américains, en tout cas, ça n'est pas sans conséquence. Alain, le disrupteur. Je suis pas aussi pessimiste. Alors, en fait, il y a le côté business, comme Marianne l'a très bien dit. On est dans un monde ouvert, au moins occidental. On parlera de la Chine plus tard. Et on est tous cousins quelque part. Et dire je vais faire tout vertical en Europe sans m'appuyer sur rien et aucun écosystème ailleurs que l'Europe, on part pour 25 ans. Il n'est pas du tout sûr qu'on y arrive parce que c'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème de marché, de rencontre du marché, de produits. Bon. Donc, au contraire, dire je rentre dans un écosystème déjà préexistant, j'accélère. Et honnêtement, tout le monde fait ça. Après, je suis Microsoft, je dis je te prends comme partenaire, mais je prends une part au capital. 15 millions. Ils ont mis 1000 fois plus chez OpenAI. Donc on est c'est vraiment pour on ne sait pas où ça ira, mais après tout ça est contrôlable. On rentre pas comme ça comme on veut dans une boîte, surtout quand il y a déjà BPI au capital qui peut quand même un peu regarder. Donc je suis pas inquiet par les 15 millions. Je suis plutôt content de voir qu'il y a Microsoft, comme vous dites, Microsoft qui les choisit quelque part pour les mettre à son catalogue. Ça me va très bien d'avoir OpenAI et Mistral. Ils sont pas exactement concurrents. Donc, je trouve plutôt très fort de la part de Microsoft de choisir les deux. Microsoft est en train de devenir un acteur incontournable aujourd'hui pour les entreprises qui veulent avoir ou adopter des solutions d'intelligence artificielle. Et après, la chance qu'on a, c'est le DMA. C'est le DMA qui fait qu'on évitera à Mistral AI de se faire bouffer complètement par Microsoft, parce que le DMA protège les intérêts de chacun dans la chaîne. Alors, je sais pas... on en parlera tout à l'heure. Mais... En fait, il faut pas que le signal envoyé par cette opération-là décourage les Européens de se dire qu'ils n'y arriveront jamais. En fait, la chaîne de valeur, il y a des puces électroniques, des data centers, des réseaux. À un moment donné, il y a des LLM comme Mistral. Ensuite, il y a des modèles d'intégration dans tout ça. Il y a des clouds et il y a des applications. En fait, nous, Mistral, c'était un LLM. Donc, c'était un petit élément dans la chaîne de valeur. Oui, l'Europe n'est pas présente sur tous les aspects, mais on a parfois des monopoles. Je pense à une boîte néerlandaise qui contrôle une partie de la chaîne de valeur en infrastructure. On n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Donc en fait, finalement, on a quelques champions, mais cette boîte-là, elle a besoin de pouvoir vendre sa technologie à d'autres, etc. Donc en fait, moi, ce que je veux, c'est que finalement, cette opération soit presque un moment où on va se dire, finalement, oui, on a ouvert le capital ailleurs que à des non-européens, mais de toute façon, ça n'a pas commencé avec Microsoft, ça avait commencé avant, parce qu'ils avaient quand même levé 385 millions d'euros, notamment avec des Américains, mais parce que finalement, en Europe, on n'a pas encore assez de fonds qui sont en capacité de mettre ce genre de tickets, parce que ça demande énormément d'argent de développer un LLM, donc il y a encore plein de choses à faire, justement, que ce soit en réglementaire, mais surtout en financement de l'écosystème, en commande publique, en commande privée, pour faire émerger cette chaîne de valeur. Donc c'est là où je ne suis pas naïve, mais c'est d'une telle complexité sur mon absence de souveraineté, etc. Mais je me dis que c'est tellement complexe qu'il faut essayer de tirer le parti du positif. Quoi. Après, je suis d'accord qu'en fait, c'est une forte désillusion
parce qu'on avait beaucoup misé. On s'était dit, oh là, on tient quelque chose d'un peu exceptionnel. Voilà. Une entreprise qui était capable de construire un grand modèle de langage en un temps record, parce que Mistral AI date de 2023. En plus sur un modèle open source, donc une vraie alternative par rapport à ce qui est proposé par les Américains. On s'est un peu battu quand même au niveau réglementaire sur la discussion de l'AI Act pour dire qu'attention, il ne fallait pas brider l'innovation parce que nous aussi on a nos champions à faire grandir. Et puis, on découvre que finalement, on est quand même à chaque fois obligé de retourner par la case GAFA. Quoi. Mais c'est pas franchement, c'est une désillusion pour qui Pour ceux qui y ont cru, peut-être. La réalité, c'est que moi, j'y crois toujours. En fait, on a toujours la techno. La techno, elle n'est pas vendue. Il n'y a pas d'accord d'exclusivité avec Microsoft. Les développeurs, ils sont toujours à Paris. Sur l'open source, en revanche, le dossier est clos. Enfin, voilà, c'est-à-dire que le grand modèle Mistral large n'est plus en open source. Donc, c'est un premier renoncement, quand même. Est-ce que l'open source est une solution pour grandir en business ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. À un moment, il faut appeler un chat un chat. C'est une très bonne question. Je suis d'accord qu'il y a un vrai débat là-dessus. Et donc, il y a un vrai paradoxe de l'Europe de dire je veux des champions, mais je veux qu'ils sortent d'open source. Je ne sais pas, demander à Meta, parce que si on demande à des acteurs français, on va trouver que c'est pas sérieux. Meta a choisi le modèle open source. Oui, mais dans un deuxième temps, après avoir assis modèle industriel. Et puis voilà, ils ont bien protégé ce qu'il fallait, et puis il faut l'open source là où le dogme européen sur l'open source, je suis d'accord que franchement, ils se questionnent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mistral, c'était samplé de départ. C'est eux qui l'avaient annoncé, personne ne les a obligés. Et c'est en ça qu'il y a un vrai virage. Et pardon, oui, une déception. Vraie désillusion, vraiment. Et après, à savoir, un mauvais signal envoyé. À savoir s'ils ont réfléchi ou s'ils savaient dès le départ. Parce que dans le pitch, j'ai compris qu'ils disaient que. Je pense que Microsoft a bien réfléchi. Ah non, mais Mistral aussi. Enfin, qui peut dire qu'il va bâtir. Et sur les conséquences pour la France dans ces discussions au niveau européen, vous pensez que ça peut avoir un impact ? Ah oui. Ah oui. Pardon. Je parle. Vas-y, là, c'est pour avoir échangé un peu. Je pense que là, l'affaire Mistral va poser un problème. Ouais. C'est que je pense qu'il y a quelques députés européens non français qui ont vu le lobbying de la France et le lobbying de Mistral sur les Act et qui doivent l'avoir, pardon l'expression, un tout petit peu mauvaise aujourd'hui. Donc je pense que ça ne sera pas sans conséquence sur les luttes d'influence et sur le positionnement et le discours de chacun. C'est pour ça que nous, je comprendrais que des personnes à qui on a trop utilisé l'argument de la souveraineté se voient particulièrement déçues. Et c'est là où on doit vraiment se poser la question de ce que c'est la souveraineté, parce que c'est l'argument fort qui a été lancé. Mais finalement, quand on en parle sur la prise de participation au capital, est-ce que la souveraineté doit être uniquement française ? Est-ce qu'elle doit être étendue à l'Europe ? Par exemple, en France, si vous êtes une entreprise dans un secteur dit sensible et que vous voulez lever des fonds, et que ces fonds ils viennent d'Allemagne ou des États-Unis, si vous êtes dans le secteur de la défense, en fait, l'Allemagne ou les États-Unis vont être traités de la même manière. Alors même que par ailleurs, on est en train de créer une Europe de la défense. Et donc c'est là où, en fait, c'est jamais une équation blanche ou noire. Il y a cette subtilité-là, donc effectivement, ça ne va pas nous faciliter la vie, mais ce que j'ai quand même compris et que j'ai suivi de près, c'est que la France a quand même été l'un des seuls pays à tenir une ligne de crête qui n'était pas, un chemin de crête qui n'était pas facile à tenir, qui était d'avoir toujours en tête l'intérêt des entreprises et des citoyens. Parce que l'enjeu de l'AI Act, c'était justement de pouvoir se dire comment est-ce qu'on va protéger les citoyens contre des deepfakes qui pourraient manipuler des élections. Donc ça, c'est fait et on va bien voir comment c'est appliqué, etc. Mais en tout cas, ce package politique réglementaire est passé. Mais en même temps, et la France a vraiment lobbyé pour ça, essayer de faire en sorte que des entreprises qui sont dans des secteurs à haut risque, mais qui ont des cas d'usage qui ne sont pas à haut risque, ces entreprises-là peuvent démontrer qu'elles n'ont pas un marquage CE hyper complexe à avoir. Et ça fait partie justement de l'enjeu des startups qui n'ont pas une barrière réglementaire hyper élevée à franchir dès les premiers mais alors là, moments sur de les cas recherche. d'usage, on sort du monde de la startup, là, quand on a un partenariat avec Microsoft. Moi, je sais pas, parce que regardez, on peut faire un parallèle avec l'App Store. En fait, à ses débuts, Blablacar était une start-up, mais a été distribuée sur un App Store. Et au fond, tout le monde s'en fichait. Tout le monde trouvait ça bien normal de se dire, ces gens-là vont pouvoir accès à. Alors, ce qui chatouille tout le monde, c'est les 15 millions. Ouais. Non, sur le B2C, parce qu'Apple l'a investi. c'est ce que tu dis. Ouais. Je pense qu'en B2B, c'est un tout petit peu différent. Et souvent, quand on est sur la donnée sensible, on Oui, est plus bien en sûr. général sur le B2B. Et je trouve que c'est là qu'il y a beaucoup plus d'interrogations. Sinon, je te rejoins totalement sur le B2C. Le B2B, vraiment sur la question des données sensibles. Derrière tout ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des considérations sur des marchés sensibles. Tu le disais, on va considérer les États-Unis, l'Allemagne, etc., de façon assez équivalente. Mais
si on sort de ces secteurs très 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 réglementés, on a juste le secteur en général sur lequel on a tout simplement l'étanchéité aux lois extraterritoriales. Et là, ça ne concerne pas que les États-Unis. Il y a plein de pays qui ont des lois extraterritoriales dans le monde, donc on n'a pas obligé de se focuser sur les États-Unis. Ils sont très nombreux à avoir ça. Et donc la question qui se pose, c'est la question de la protection de nos données sensibles dans un monde mouvant dans lequel les alliances se font et se défont. Et des événements à venir dans les mois qui viennent qui vont peut-être redistribuer les cartes à plein d'endroits différents. Donc il y a un moment donné, je ne sais pas si on pêche pas un peu par utopie. Goethe était allemand et le pacte de Faust, c'est quand même très très fort dans l'ADN européen. À un moment donné, on concède des choses et je trouve qu'on est un peu les seuls à avoir cette approche-là dans les grands blocs mondiaux. Et je ne sais pas si à un moment donné, il ne faut pas un peu changer de paradigme là-dessus. Il serait peut-être temps qu'on impose nos vues. Je trouve que le DMA, même s'il est imparfait, on peut lui faire Alors, DMA, deuxième sujet. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, le DMA, c'est notre deuxième sujet, parce que là, ça y est, on entre dans le concret, justement. Hein, c'est l'entrée en vigueur pour tous ces gatekeepers, donc toutes ces plateformes qui constituent en fait des passages obligés, pratiquement, hein, pour tous les acteurs du numérique. Alors, sur quoi je voulais vous faire réagir? D'abord sur deux choses. Est-ce qu'il vous semble que ce texte aujourd'hui répond aux principales problématiques dans ce domaine pour lutter contre les situations monopolistiques? Et est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet très concret sur le marché de redistribuer un peu les cartes? Je peux commencer. Le texte, le DMA, on a été assez proche des personnes qui ont fait le texte. On a fait énormément de pédagogie pour leur faire comprendre les subtilités. Et de ce point de vue-là, le texte, pour nous, la lettre du texte, elle est parfaite. Elle est bien calibrée. On voit que la manière dont on définit un contrôleur d'accès, un gatekeeper, c'est une bonne définition. On voit que c'est un texte qui va pouvoir vivre sur d'autres technologies. C'est-à-dire que là, quand la Commission européenne ou l'autorité de la concurrence en France pose la question de savoir comment ça se passe, la concurrence et l'IA générative, ils ont bien en tête de se dire, est-ce que le DMA va permettre de pouvoir aussi appréhender l'IA générative? Donc finalement, c'est un texte qui pourra vivre dans le temps. Maintenant, la question de savoir est-ce que concrètement ça va permettre de faire changer des états d'esprit. Parce que c'est un peu l'objectif quand même, non? C'est ça, exactement. Là, quand on voit les plans de mise en conformité d'Apple, de Google, etc., j'ai un peu du mal à croire que ça va changer les choses dès le 7 mais alors, mars. j'ai envie de dire, mais tout ça pour ça? Alors pour une fois, je vais être plus positif. Allez, plus optimiste. Moi, je trouve qu'il ne faut pas attendre monts et merveilles du jour au lendemain. Il y a beaucoup de symboles et il y a beaucoup de mouvements derrière ça. Je trouve qu'on vient de poser une première brique qui est extrêmement intéressante. L'amende d'Apple, je sais qu'on y reviendra aussi un peu après, elle est aussi très intéressante là-dessus. On est sur l'anti-concurrence de manière générale. On est sur empêcher ces monopoles de phagocyter des marchés complets et de tuer toute initiative concurrence. Tout ne va pas être parfait dès le premier jour et le sujet va devoir être complété, investigué. La jurisprudence sera très importante. Sur ces textes anti-concurrence, ce qui va être très important, c'est les premières jurisprudences qui sortiront dans quelques années. Mais on est quand même sur une vraie régulation qui va commencer quand même un petit peu à mettre tout le monde dans la bonne direction. Parce qu'on avait déjà des textes sur la concurrence, mais alors, pas adapté au quelle numérique. lenteur pour les faire appliquer. Alors justement, on parle de l'amende d'Apple imposée pour abus de position dominante sur le marché du streaming musical, 1,8 milliard d'euros, c'est quand même pas rien. Mais c'est pas une affaire qui date du DMA, on est d'accord, hein. Non, ça a bien commencé avant. Donc, est-ce qu'on avait besoin de règles supplémentaires, de contraintes supplémentaires, de textes juridiques parfois compliqués justement à appliquer pour faire avancer les choses? Moi, je crois que c'est la première fois qu'on casse l'écosystème, réglementairement. C'est-à-dire qu'on dit, votre verticalité, vous êtes obligé de l'ouvrir à plein d'étages. C'est la première fois. C'est compliqué, c'est pas facile de mettre en œuvre, mais ça ouvre une brèche. C'est-à-dire d'imposer l'interopérabilité, oui, par interopérabilité, exemple, qu'on doit accepter d'autres moyens de paiement, d'autres wallets. Enfin, le moteur de recherche peut changer, l'email peut aussi changer. Enfin voilà, même le navigateur. Enfin, on va beaucoup plus loin que là on n'a jamais été. Et donc on ouvre le fait que c'est possible. Et que le législateur va s'assurer qu'il n'y a pas de privilège assuré à la verticale initiale. Bien. Après, il faut s'en saisir. C'est ce que vous disiez. Ça va prendre du temps. On ne va pas instantanément commencer à construire autre chose. Il faut s'en saisir. Et à mon avis, tous ces verticales réussissent parce qu'ils font des raccourcis intellectuels. Ils pensent pas à tout parce qu'ils disent, comme je suis vertical, je vais gagner parce que voilà. À partir du moment où il y a... C'est une forme d'innocence. Non, mais c'est c'est contraire. Ils vont vite, ils tirent des avantages. Enfin, c'est Excel versus Lotus. Ça date, nous ramène. Vous étiez peut-être pas nés, mais c'est. Je pense qu'ils y pensent très très sérieusement, moi, à chaque fois. Non, mais évidemment. Oui. Donc simplement là, on leur dit, et donc du coup, cette règle tombe.
Donc il est possible de s'en sortir autrement. Maintenant, celui qui va gagner, c'est celui qui ira au bout de la liberté qui lui est offerte. Je ne sais pas encore comment. On prend une brique, n'importe laquelle. Et on va, maintenant que cette brique est ouverte, elle est plus verticalisée, elle est ouverte, elle donne une liberté. Qui va s'en saisir pour faire quoi? Et ça peut renverser le château de sable. Hein. Ça peut diagonaliser. On peut, mais voilà, il faut que quelqu'un s'en saisisse. En tout cas, la loi l'autorise. Marianne, est-ce que vous voyez ces entreprises françaises là se dire il y a une fenêtre de tir, on peut réussir à accrocher des marchés auxquels on n'avait pas accès avant? Je pense que les entreprises françaises... J'ai pas senti, moi, cet opportunisme Non, encore. parce que c'est pas exactement ça. En fait, je pense que c'est surtout des entreprises qui se disent peut-être qu'enfin, il va y avoir des règles qui vont me permettre de ne pas me faire totalement avoir. Par exemple, je pense aux pratiques d'Apple. Et c'est là où moi j'ai encore un peu de scepticisme, parce que quand on voit leur plan de mise en conformité qu'ils ont présenté là avant le 7 mars, qui laisse pas vraiment de place finalement à la concurrence. Zéro place. Et puis surtout en fait, pour moi je considère que c'est un affront à la Commission européenne, aux consommateurs et aux développeurs d'applications, parce que quand même ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun service alternatif à ceux d'Apple qui puisse se développer. C'est pas qu'ils vont interdire, comme ils le faisaient avant, d'installer des App Store alternatifs. Encore que là, Epic Games vient de se faire refuser un App Store alternatif. Mais dans l'absolu, peut-être qu'on va pouvoir télécharger sur son iPhone un App Store alternatif. Mais quand on a déjà payé 1 000 €, plus de 1 000 € un iPhone, et qu'on nous propose un service qui est un petit peu moins facile, où potentiellement les applications elles sont plus chères que dans un App Store développé par Apple, les consommateurs, ils vont évidemment aller choisir la solution la plus simple, etc. Normalement, le législateur doit faire attention à ça. Parce que c'est l'abus de... comment on appelle ça? C'est de l'abus de position dominante ou de dépendance économique. Voilà. Ouais, bien sûr. Si quelqu'un trouve qu'il est moins bien traité que le cousin qui travaille dans la maison mère, il lève la main, il dit, attendez, alors ça va être un combat long. Et ça va être long. Et sauf que ça, est-ce qu'on a le temps? C'est long, ça prend des années. Ouais. Est-ce qu'on a le temps? Je vais vous poser la question à vous, Jérôme Bala. Est-ce que vous vous dites, là, avec le DMA, on a une carte à jouer? Oui, on a une carte à jouer. Il y a des marchés qui vont se libérer? Oui, vraiment. On prend un exemple. On parlait de Microsoft tout à l'heure. Microsoft, effectivement, vertical pur et dur. Vous prenez toute la suite quand vous êtes une entreprise. Vous avez le mail, vous avez tous les serveurs de messagerie, vous avez la bureautique, etc. Vous avez même la visio, tout vient avec, etc. Si demain, moi, j'ai l'idée de me dire, tiens, je veux lancer une entreprise qui fasse de la visioconférence, etc. Je ne vais pas m'affronter à Microsoft. Je serais fou. Je suis incapable de trouver un financement. Là, la stack va devenir ouverte. Je ne dis pas que ça change tout, d'accord, mais ça ouvre des possibilités. Encore une fois, ça va prendre du temps. Ce qu'on disait, effectivement, ça va se jouer dans les détails et la jurisprudence va être fondamentale. Ça va prendre des années. Arrêtons d'être pressés. Si on est pressé, on fait comme Mistral, on signe avec Microsoft et on monte sur la verticale. Mais on perd des choses. Là, vous relancez le débat. Mais oui, je boucle. C'est pas juste parce qu'en plus, on va changer de sujet. On ne peut même pas répondre. Mais oui, je pense vraiment que ça ouvre des opportunités. Et au-delà de ça, il y a, je trouve, deux choses fondamentales. D'abord, l'Europe, maintenant, commence vraiment à mettre des règles et des amendes qui, là, pour le coup, sont très significatives. Et c'est le montant de l'amende qui fait que tout le monde respecte la réglementation ou pas. Donc là, ça rigole plus de ce côté-là. Apple en est la démonstration. Et surtout, ce qui est intéressant, il y a une catégorie d'acteurs qui sont concernés. Ce que je reproche souvent au Code du travail, c'est qu'on a tous le même. Et d'une petite PME à une ferme agricole à Total, je ne vois pas comment c'est possible. Et bien là, on a une réglementation qui vise particulièrement des acteurs, sans freiner l'innovation justement des acteurs de l'innovation de tous les marchés européens. Ça, je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante et qui est à reproduire. Alors, je vous avais dit qu'on aurait un invité à distance. Il s'appelle Marc Polman. Il est normalement connecté avec nous. Bonjour Marc. Avec vous, je voulais qu'on aborde je veux dire, c'est pas une polémique, mais ça pourrait en devenir une quand même. Hein. C'est en fait Point de Contact, que vous connaissez sans doute, qui est un moyen citoyen de signaler des contenus illicites sur Internet, qui travaille main dans la main avec les autorités. Qui réussit cette prouesse en fait de faire cotiser l'ensemble, en tout cas les grands acteurs du numérique mondiaux pour lutter contre ces contenus illicites, avec aussi une subvention de l'État. Et puis là, d'un seul coup, sans explication, sans raison, cette subvention a été coupée et met en danger l'activité de Point de Contact. Est-ce que j'ai bien résumé, Marc Polman, pardon? Oui, exactement. C'est exactement ça. L'exécutif Comment est-ce qu'on est arrivé? Comment cette situation? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais vous emmener droit au but. Oui, comment on est arrivé à cette situation? J'aurais du mal à l'expliquer. Ce qui est remarquable, c'est que l'État a mis plus de 10 mois pour répondre aux demandes de Point de Contact, notamment pour que l'État poursuive sa mission de
de soutien à cette association. L'État n'a pas répondu. L'État a répondu après 10 mois par un simple communiqué de presse. Et la réponse qui a été donnée est parfaitement inexacte. À l'Assemblée nationale, ce matin, ils se sont exprimés pour dire que c'était aux GAFA de payer la modération, que Google était trésorier de Point de Contact, que OVH était président de Point de Contact, que l'État contribuait à 100%. Tout ça, c'est parfaitement faux. Google n'est pas trésorier de Point de Contact, OVH n'est pas président de Point de Contact, la contribution de l'État s'élève à 38%. La seule chose qui est vraie, c'est que l'exécutif a démontré qu'il se désengageait complètement de ce sujet de modération et que l'exécutif n'a pas payé sa part et laisse Point de Contact dans un état extrêmement difficile. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la suite? Quand on dit un état extrêmement difficile, on a évoqué la liquidation judiciaire. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que l'activité va pouvoir continuer? Comment réagit Pharos, par exemple? Parce que Pharos, vous êtes le premier signaleur expert, je dirais, de Pharos. Donc, pour eux aussi, c'est tout un travail que vous menez en amont qui permet de retirer les contenus illicites de manière beaucoup plus efficace et rapide. Qu'est-ce qui va se passer, là, dans les jours qui viennent? Ce qui va se passer, c'est que, oui, Point de Contact est en position de liquidation. L'exécutif se désengage, mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on va rien lâcher. Nous, chez Point de Contact, il nous reste une dose d'humanité et de l'éthique. Point de Contact a une mission de service public et on va poursuivre cette mission de service. Quand je dis nous, ce sont les citoyens français, c'est l'Europe, c'est la gendarmerie nationale, c'est la police nationale, ce sont nos sénateurs, nos députés, les grandes plateformes, les grands centres de données, les entrepreneurs de la tech. Il y a un certain nombre d'associations, notamment les associations de la protection de l'enfance. Eh bien, nous, aujourd'hui, on a peut-être un genou par terre chez Point de Contact, mais on va se remettre debout et on va poursuivre cette mission et œuvrer pour servir et offrir un Internet plus sûr à tous. Cette situation est absolument... elle n'est pas acceptable, en fait. Lorsqu'on approche des Jeux Olympiques, que le risque terroriste augmente, que l'exploitation des images de nos enfants pour créer du contenu pédocriminel augmente de manière significative. Aujourd'hui, ce sont 2,6 signalisations d'abus sexuels sur les enfants par seconde dans le monde. En France, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même 36 196 signalisations qui sont traitées par Point de Contact. Internet devient une scène de crime. Les plateformes relaient tout un tas de cochonneries. Et on n'est plus protégé. L'État ne remplit pas sa mission. On n'est pas en train de parler de 1 million d'euros, on n'est pas en train de parler de 100 000 euros, on est en train de parler de 40 000 euros. Oui, l'État ne trouve pas aujourd'hui 40 000 euros pour aider Point de Contact et les citoyens. Et ce qui est incompréhensible, c'est de ne pas avoir d'explication. On est à la fin de ce... Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous faire réagir. Et oui, mais on continuera d'en parler. Enfin, j'espère qu'on en parlera pour des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Marc Polman de Point de Contact. Et merci beaucoup également à vous, Alain Staron, Marianne Tordeux, Jérôme Valla. On se retrouve très vite. Bonne journée.